Donc, je vais effectivement parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait celui dans lequel j'ai commencé ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, surtout sur la modélisation des climats. On a fait les premières simulations des changements climatiques liés aux gaz à effet de serre avec Laurent Ly, mon collègue, il y a longtemps. Et au fil des années, j'ai fait beaucoup d'exposés, grand public, un petit peu partout. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a gêné, c'est la demande constante, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qui vient d'un peu partout quand on se promène avec ces problématiques-là dans le territoire national et au-delà. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de montrer qu'on a des lieux qui permettent de considérer ces problématiques qui sont, alors on appelle ça les territoires. Alors le territoire, c'est quoi pour moi? Je vais essayer de le préciser un petit peu, mais c'est avant tout des lieux qui sont habités par des gens qui vivent en société et puis dans lesquels on essaie de s'organiser pour essayer d'avoir un point de rencontre avec tous les enjeux dont on vient de parler. Alors, ces enjeux, je pense qu'après avoir écouté les exposés qui ont précédé, vous pouvez être convaincu du fait qu'ils se présentent quand même sous une forme difficile. Je crois qu'il y a des choses qui ont changé depuis quelques années. La première des choses qui a changé, c'est que le changement climatique, il est visible. Donc quand on parle des enjeux de temps, des urgences, ça dépend comment on définit cette urgence. Si on définit cette urgence par rapport à le retrait complet de toute trace de notre activité, bon, on n'y est plus. On a des activités qui sont visibles, qui sont des changements dont on a vu les marques de plus en plus fortement. Donc on est dans un système où, de fait, on a maintenant un autre souci. C'est par rapport à des changements qui sont là, par rapport à des changements qui vont continuer à augmenter. Alors peut-être ça n'a pas été dit de manière très forte dans les exposés qui ont précédé. Les 20 prochaines années, quoi qu'on fasse, sont des années qui sont dictées par les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. Et on va continuer à avoir un réchauffement de la planète. Donc tout ça, c'est une marque très forte sur le que fait-on dans les territoires, auprès des gens, Alors, je vais me baser sur un travail qu'on a fait en Aquitaine. Alors, ceux qui connaissent un tout petit peu Bordeaux l'ont peut-être reconnu sur l'image qui est là. C'est ma ville d'origine, c'est là où j'ai fait mes classes préparatoires. J'étais au lycée Montaigne, au lycée Montesquieu. Voilà, donc je ne vais pas parler trop de Bordeaux, mais je vais essayer de parler de ce que c'est que les territoires, des enjeux auxquels ils sont confrontés et du type de solution que cela peut permettre, avec un regard qui sera donc plus fortement corrélé par le possible, mais le possible vu du côté des citoyens. Alors, maintenant, voilà, je pense que je dois appuyer ici pour passer. Non, c'est là, voilà. Alors, je vais essayer de donner quelques définitions ou quelques éléments initiaux pour dire un petit peu ce dont je vais parler. Alors, pour moi, les territoires sont d'abord des lieux où se concentrent différents enjeux. Alors, première chose, je l'ai dit, c'est habité par des populations, et ces populations n'ont pas la main face aux problèmes qui leur sont imposés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a, là aussi, peut-être pas dit fortement, donc je me permets de le dire moi. Quand on est dans un territoire, en Bordeaux ou un territoire français, on est confronté à des gaz à effet de serre qui ont été mélangés par l'atmosphère. Donc ces gaz à effet de serre viennent d'un peu partout. Vous avez ici le mix énergétique, si on peut dire, mais le mix en termes de contribution des différents États aux gaz à effet de serre qu'on peut retrouver au-dessus de nos têtes, partout sur la planète. En fait, le mélange est très rapide, de l'ordre d'un an. Donc, à l'échelle d'un territoire, mais même à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle de l'Europe, on n'a pas la main complète sur ce qui va se faire. Et je crois que c'est une des problématiques qu'on a toujours du mal à aborder par rapport à ces problèmes-là. Beaucoup de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, ce qui est de l'ordre du constat, et c'est normal, se fait en supposant qu'on est dans un monde apaisé,
où on peut prendre des solutions qui sont celles d'un monde apaisé, où les gens sont tous raisonnables et discutent. En fait, on est face aussi à des conflits, à des difficultés. On sait que parmi les pays dont vous voyez les émissions de gaz à effet de serre sur ce diagramme, il y en a qui ont choisi des chemins différents des autres. Et c'est une contrainte qui s'impose à nous, et c'est une contrainte qui doit déterminer un petit peu ce qui peut se passer sur nos régions. Nos régions, elles vont avoir besoin de se protéger de choses qui ne dépendent pas complètement d'elles. C'est une donnée du problème qui est une donnée importante. Alors, le niveau de difficulté dépendra bien sûr de tout ce qui a été dit, mais c'est un impératif aujourd'hui. Et je reviendrai sur d'autres dimensions de cet impératif juste après. Alors, l'autre chose, c'est quand même de faire remarquer avec quelques chiffres le fait qu'on est effectivement engagé, alors ça a été donné déjà, je ne veux pas aller trop loin, mais j'aime bien ces diagrammes qui sont un petit peu colorés. Ce que l'on voit ici, c'est que hop là, je suis très maladroit, donc je ne vais pas le faire trop souvent. Quand vous regardez ce schéma, mais c'est très haut, vous voyez ici, et ce n'est pas celui-là que je voulais montrer, voilà, c'est celui-là. Vous voyez que les gaz à effet de serre dont on voudrait se débarrasser, c'est ceux-là, et l'énergie qui est produite, alors c'est un diagramme que j'ai choisi parce qu'il a des couleurs qui me plaisent, qui va jusqu'en 2014, mais ça ne change pas grand-chose au fond du problème. Vous avez la part du nucléaire, au-dessus la part de l'énergie hydroélectrique, puis là tout ce qui est lié au vivant, à la végétation, puis en gris vous avez les énergies renouvelables. Donc en gros, la transition dont on parle, celle qui doit nous amener à changer de société d'ici 30 ans, si on veut rester sous les 1,5 degrés, ça veut dire prendre tout ce qui est combustible fossile, c'est-à-dire les trois grandes cases du bas, c'est-à-dire 80%, et puis par des politiques qui sont celles dont on a discuté, arriver à changer tout cela dans un délai qui est très court. Donc ça, c'est quelque chose qui est imposé aux sociétés qui vont devoir agir dans ce cadre-là. Ces sociétés aussi, par ailleurs, elles sont déjà soumises à un réchauffement. Je pense que la réalité de ce réchauffement, après, ici les températures sur la région Aquitaine, cette fois, mais elles augmentent. On a 60 ans à peu près, on voit qu'il y a une augmentation qui est constante. Elle est déjà là, c'est déjà en route. Et si vous regardez les conséquences sont aussi déjà en route. Vous avez ici les sécheresses agricoles, quelque chose qui est lié directement à des activités auxquelles les gens sont sensibles. Donc ces sécheresses agricoles augmentent pour différentes raisons. Donc première chose, on a au niveau des territoires, au niveau des gens qui essaient de savoir ce qu'ils peuvent faire, un besoin de protection face à des choses qui viennent d'ailleurs. Alors, cette protection ne peut être qu'une protection par anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit, le changement climatique, c'est un changement qui a commencé, qui va se poursuivre pendant les prochaines décennies. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde en arrière, en fait, on a des outils qui permettent d'anticiper ce qui va se passer. Que ces outils-là, il faut essayer peut-être de les utiliser. Alors, moi, je suis revenu sur des résultats qui sont un petit peu plus anciens. Je savais que les résultats récents seraient discutés par les orateurs précédents. Et il y a eu un exercice qui a été fait au niveau du GIEC, donc c'était en 2001. Vous avez un exercice qui était de prendre des scénarios qui sont le résultat de futurologie, de savoir quels sont les mix énergétiques que l'on aura, quelles sont la démographie, et puis à partir de cela, d'avoir des champs d'évolution. Et ces champs d'évolution, ils ont commencé donc en 2000, il y en a eu d'autres faits avant, et ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde ce qui s'est fait dans les 20 dernières années, et ça a été dit par Valérie tout à l'heure, ce qu'on a pu mesurer aujourd'hui, c'est tout à fait cohérent avec ce que les modèles nous ont donné comme information sur les 20 années qui ont suivi, qui sont celles auxquelles on arrive aujourd'hui. Donc on a un outil qui est un outil utilisable pour avoir au moins en grand trait ce qu'est le réchauffement de la planète. On peut aller un petit peu plus loin, je ne veux pas aller trop loin, mais ici vous avez deux cartes, qui sont des cartes
que j'ai choisie pour la géographie qu'elle montre. En haut, c'est une carte qui correspond à un modèle, et donc il n'y a aucune donnée observée de réchauffement. Ce sont des calculs qui sont faits à partir de modèles numériques, et ces modèles numériques, quand on leur impose des réchauffements liés au gaz à effet de serre, nous donnent un résultat qui est la carte du réchauffement. Donc aucune mesure. En bas, ce sont au contraire des mesures qui combinent des données satellitaires avec des données qui sont prises au sol. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a une ressemblance qui est malgré tout relativement forte. Alors on n'arrive pas aux échelles locales, c'est des modèles aussi qui ont leur âge un petit peu maintenant, mais on a des données suffisantes pour dire qu'on doit se préoccuper du futur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer un territoire sans prendre en compte la réalité du futur. Et cette réalité, elle se marque par la forme de risque. On n'est pas sur des capacités de certitude sur ce qui peut se passer localement, mais le risque, c'est une donnée majeure de ce que l'on doit faire par rapport à ces enjeux climatiques. Le risque, le principe de précaution font partie de notre appareil législatif, même et donc on doit le prendre en compte dès qu'on est capable d'étayer ce risque. On a un devoir de précaution à ce niveau-là. Alors ça, c'est une autre chose, c'est que ce devoir de précaution, il va effectivement être actif sur ces territoires locaux. Alors je vais passer un petit peu aussi sur le fait qu'effectivement tout ce qui est local est un peu plus compliqué parce qu'on a une variété de climats dans nos régions, par exemple, lors de manifestations climatiques. Vous avez ici des petites cartes qui vous montrent les 4 positions préférées des anticyclones des Açores ou de la dépression d'Islande, qui conduisent à avoir des types de réponses climatiques qui peuvent être aussi assez différentes à terme. Donc ce sont des choses qui compliquent un petit peu le diagnostic local, mais qui nous permettent aussi d'avoir des espaces de définition de ce que sont les risques, qui sont effectivement suffisamment importants, suffisamment clairs, pour qu'on soit capable de dire qu'on a des risques de sécheresse, des risques d'inondation, que tout cela, on doit le prendre en compte dans la manière dont on agit sur ces territoires. Le dernier point que je voulais dire, c'est que le territoire, je les ai définis comme des lieux habités. Les lieux habités, ça veut dire qu'on va être, ça a été dit aussi, confronté à des impératifs qui sont des impératifs contradictoires, des changements climatiques, mais aussi la nécessité de maintenir la biodiversité, de maintenir les productions d'énergie renouvelables, les contraintes sociales. Et ce qui est important, c'est de voir que tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui, à des moments variés, mais qui sont ceux qui se posent aux gouvernements régionaux, aux élites régionales, c'est de savoir comment on fait des arbitrages. On a commencé le moment où on ne peut pas ignorer ce réchauffement, où il est là, où il agit. Comment est-ce qu'on fait des arbitrages par rapport à cela? Alors, ce sont ces questions qui, à mon avis, ont un impact très fort aujourd'hui sur la prise de décision, la gestion de notre environnement face à un changement climatique qui commence. On est obligé de prendre en compte ces deux aspects. On a aujourd'hui des territoires qui vont être affectés par le réchauffement climatique et on doit essayer aussi de faire que ces territoires participent fortement à l'effort de diminution des émissions de gaz à effet de serre dont on avait parlé dans les exposés précédents. Alors, ce que j'en vais parler, c'est un essai qui a été fait en région Aquitaine, à la demande de la région Aquitaine, d'essayer de conjuguer ces impératifs-là au travers d'une étude. Et la demande qui était faite, c'est de savoir finalement, est-ce que la science, elle peut participer à définir ces objectifs-là, à aider en fait les territoires dans leur recherche d'une action qui serait optimale par rapport à ces enjeux qui sont en partie un peu contradictoires. Comment s'adapter à des choses qu'on n'a pas voulu et en même temps essayer de contribuer à des choses qu'on souhaite, qui seront la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, voilà, je l'ai mis ici. L'adaptation au changement à venir, c'est quelque chose qui a souvent été critiqué, parce que c'est vu comme une manière de peut-être de justifier une certaine forme de défaitisme. Ça ne doit pas être le cas, ça doit aller avec une recherche de co-bénéfice.
Ça ne doit pas non plus être un enfermement sur soi dans des régions qui ne seraient pas ouvertes sur l'extérieur. On doit effectivement savoir, et on l'a vu, que les régions les plus vulnérables ne sont pas les nôtres, mais des régions qui sont dans la zone intertropicale. Donc c'est des choses qui doivent rester complètement à l'esprit de toutes les politiques qu'on peut faire localement. Mais la dimension locale est une dimension qui s'impose à nous dans beaucoup de cas. Et si on ne la prend pas en compte, en fait, on aura des problèmes majeurs dans la mobilisation des citoyens par rapport à ces enjeux qui sont des enjeux difficiles, on l'a vu, et même des enjeux absolument majeurs en termes de projection sociale dans les décennies qui viennent, quoi qu'on fasse. Voilà, alors ce qu'on a fait, c'est essayer de dire, ben voilà, on va essayer d'apporter la science qui est disponible à l'échelle régionale aux décideurs et de voir effectivement si on peut les aider en utilisant cette science. Alors on a fait 2 rapports sur la base un petit peu des méthodes du GIEC. Le premier était en 2013 et c'est parti de quelques personnes. La plus grande surprise que j'ai eue, c'est qu'en très peu de temps, on a réussi à être près de 200 personnes. Donc c'est un collectif qui a travaillé, qui a fait des études. Je montrerai un petit peu les têtes de chapitre qui ont été celles qu'on a pu définir par rapport à cela. On a essayé aussi de faire un travail qui était un travail transverse par rapport aux disciplines. Les sociologues, on a des gens venant de tous les domaines de la biodiversité. On a donc un réseau de compétences très fortes. Et toutes les plus de 100 personnes dont j'ai parlé sont tous presque des scientifiques de la région Aquitaine, qui sont des chefs d'équipe, des chefs de laboratoire. Donc il y a un savoir. Et ce savoir, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est de me rendre compte qu'il était très peu utilisé dans les décisions. Alors, on a refait un deuxième rapport ensuite parce que on était passé de l'ancienne Aquitaine à la nouvelle Aquitaine, et puis parce qu'on avait aussi des regrets par rapport à ce qui avait pu être fait. Alors ces regrets, je vais les caractériser d'une manière, c'est à partir des chapitres qui ont été les nôtres dans ces 2 rapports. Le premier rapport, c'est un rapport où on a essayé de balayer l'ensemble de tout ce qu'on avait un peu sous la main en termes d'informations, donc très large. Et c'est un chapitre qui s'est conclu dans tout ce qu'on pouvait apporter à la région, plutôt sous une forme de caractéristique des chercheurs. C'est compliqué, il faudrait faire plus de recherches. Et le deuxième rapport, c'était 5 ans plus tard. On avait une région plus grande, on avait beaucoup augmenté la dimension SHS de ce qu'on pouvait faire. Et là, on a essayé de faire ce qu'on appelle, de manière un peu convenue maintenant, une mise en récit, c'est-à-dire essayer d'apporter des éléments qui sont plus seulement chiffrés, mais qui sont des éléments de diagnostic explicites, qui peuvent être prises comme des recommandations. Alors, pour des scientifiques, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu délicat et dangereux. On veut rester des scientifiques, on ne veut pas participer à la prise de décision de manière explicite. La prise de décision, on est en démocratie, elle est faite par des élus, mais il y a un besoin extrêmement fort de dessiner des perspectives qui soient appuyées sur la science. Alors, je vais montrer un petit peu ce que ça peut vouloir dire concrètement à partir de quelques exemples. Ces quelques exemples, encore une fois, sont aquitains, mais ils pourraient être d'autres régions. Et quelques réflexions qui ont été associées à ces exemples. Alors, la première chose qui nous a frappé, c'est que finalement, on parle souvent du système climatique, qui est peut-être le système le plus complexe comparé à d'autres systèmes. Peut-être seul le corps humain est un système plus complexe. Quand on passe de l'échelle régionale, de l'échelle nationale ou de l'échelle mondiale à l'échelle régionale, on ne diminue pas tellement la complexité. La complexité, elle vient de la nécessité de superposer des mondes qui sont très différents et des mondes qui sont ceux on l'a vu, de la physique qui nous donne des échéances, qui nous donne des nécessités d'action, et puis celle de la biodiversité, celle des aspects sociaux, et puis bien d'autres en fait qui sont superposés les unes aux autres. La manière dont on peut gérer ça, au bout du compte, dépend nécessairement un peu des valeurs qu'on veut se donner. Mais je pense que la science peut objectiver largement un grand nombre de problèmes. Quand on fait ce travail, on se rend compte que c'est un travail
malgré tout, qui est un travail au niveau de la complexité scientifique qui est très important. Alors on a pris ici, c'est un des collègues qui a travaillé sur ces problèmes-là, Denis Salle, qui a fait ce petit montage, qui est un montage qui essaie de tracer le cycle de l'eau. C'est sa spécialité, j'y reviendrai. C'est aussi une spécialité très importante, c'est un domaine très important pour la région Aquitaine, qui est avant tout une région agricole. Alors vous avez, pour l'eau, elle vient des montagnes. Si l'enneigement est beaucoup moins accentué au fil des années, ça veut dire qu'il y a moins d'eau l'été dans les rivières. Les rivières ont tendance aussi à être marquées par par le réchauffement sous forme d'évaporation. Et donc on a, dans ces cas-là, des étiages qui sont marqués, et on a une agriculture qui est très souvent une agriculture extensive, qui demande de l'eau de l'été. On a des conflits qui sont des conflits marqués. On a vu des exemples extrêmement violents, même quelquefois, pas tout à fait en Aquitaine, mais juste à la frontière, ces dernières années. L'eau sert à des tas d'autres choses. L'eau sert à refroidir deux centrales nucléaires. Ça sert aussi à faire de l'hydroélectricité. Finalement, l'eau douce, c'est aussi de l'eau qui amène des sédiments jusque sur la côte aquitaine, qui manque un petit peu de sable quelquefois. Donc on est dans un système qui est un système complexe, et ce système complexe demande à être arbitré, toujours, par les pouvoirs locaux. Donc ce que l'on a fait, c'est d'essayer de poser un certain nombre de principes. Et ces principes, finalement, sont des principes qui relèvent de la science, et qui sont des principes que l'on peut effectivement poser face à des gouvernements régionaux ou à des assemblées de décideurs dans ces cadres un petit peu appliqués à quoi correspondent les régions. Alors, je vais prendre 2 ou 3 exemples, un petit peu dans un ordre ascendant, un petit peu en termes de complexité. Le premier, c'est la pêche. La pêche, ça peut paraître quelque chose un petit peu de bien déterminé, bien précis. Quand on regarde ce qui se passe en Aquitaine, on a une pêche qui est contrainte finalement par beaucoup de choses qui relèvent d'études physiques. On a un grand port sur l'ancienne Aquitaine qui est le port d'Arcachon. Le port d'Arcachon, il dépend de passes qui sont des passes sableuses, qui dépendent elles-mêmes de la manière dont l'érosion du littoral détermine la capacité de passage des bateaux. Donc on est conduit par des petits bateaux. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut analyser. On peut les analyser que si on a pris le fait régional comme un fait en silo. Qui n'est pas en silo, mais un fait qui combine différentes expertises. Un autre élément important, c'est l'urbanisme. On peut parler de la manière de construire une politique du logement, de ce que le logement produit comme gaz à effet de serre de manière pratiquement immeuble par immeuble, comme ça a été montré tout à l'heure, c'est une nécessité, certainement. On voit aussi que l'urbanisme, la manière dont on construit une ville, dont elle se développe, est quelque chose d'extraordinairement important, qui détermine très largement les émissions de gaz à effet de serre que l'on peut avoir dans le futur. Quand on prend la région de Bordeaux, on se rend compte qu'elle est en train de suivre un chemin parisien, petit à petit. Ce chemin parisien consiste à avoir un centre, qui est un centre qui est condense, comme l'a dit Céline tout à l'heure dans un autre cas, à la fois les richesses, à la fois l'activité et les populations les plus riches, et puis un mouvement incessant de gens qui viennent depuis des banlieues lointaines au centre tous les jours. Et c'est quelque chose qui s'est développé en quelques années. Et dans le premier rapport qu'on a fait, on a cherché une information scientifique sur ce qu'est l'urbanisme dans une région comme celle-ci, et c'est le chapitre qu'on n'a jamais réussi à écrire, faute de matériel scientifique pour l'étayer. Donc la science, et je voulais en venir là, la science qu'on peut faire par rapport à ces enjeux-là est une science qui n'existe pas toujours. C'est une science qu'on a besoin, dans bien des aspects, d'inventer, de créer, pour donner un peu les repères nécessaires aux décideurs par rapport à ces enjeux.
Alors, deuxième, dernier exemple un petit peu appliqué, j'ai parlé de l'eau. Ce qui a été fait alors, par trois personnes que je cite ici, Alain Dupuy, Henri Tchébert et Denis Salle, par rapport à l'eau, ce thème qui est tellement brûlant en Aquitaine, c'est de définir ce qu'est la ressource qu'on ne veut pas dépasser, celle au-delà de laquelle on touche à des éléments patrimoniaux auxquels on ne veut pas diminuer ou qu'on veut pas. Donc si on est dans ce cadre-là, à essayer de préserver la ressource patrimoniale, ça veut dire que on doit définir l'agriculture par rapport à cette ressource, et non pas l'inverse. Et donc, ce qui nous a marqué, c'est que finalement, c'est un discours qui est assez... qui a été retenu, en fait, très largement, qui est assez bien reçu par les différents acteurs de la société, de la région. Et donc, un discours scientifique basé sur un dimensionnement de la ressource basé sur la manière dont on peut la distribuer. Alors, l'eau dont on parle, c'est une eau qui vient des rivières, qui vient des nappes en superficie, des nappes plus profondes, donc c'est une eau qui a des sources différentes, ça fait une ressource collective, et cette ressource collective, si on dit qu'on doit la redistribuer et définir l'agriculture par rapport à cette ressource-là, on voit que c'est des idées qui sont bien reçues. Alors, tout cela, ça nous a amené en fait en situation de donner des conseils. Donner des conseils, ça veut dire rentrer dans une comitologie qui est une comitologie locale. Alors on demande souvent est-ce que ce genre de travail c'est quelque chose qui est concret. Alors d'abord, pas insister, mais sur les deux on a fait le deuxième rapport là où on essaie de détailler un petit peu les actions que l'on peut prendre. On était à près de 300 personnes. Au total, c'est 400 personnes qui ont participé à ça. C'est un réservoir de savoir qui est extrêmement important. Et on l'a traduit devant la région. Et la région elle-même a traduit cela dans un cadre on s'appelle Acclimatera, le projet qu'on a mis en place. Et la région a fait Neoterra, qui sont les mesures qu'elle prend pour essayer de mettre en œuvre les recommandations qui sont celles d'Acclimatera, et puis d'un autre projet qui est sur la biodiversité et qui s'appelle Ecobiose. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les territoires, ce n'est pas seulement des espaces qui doivent se défendre, mais c'est aussi des espaces qui peuvent participer fortement, très fortement, à la prise de mesures qui seront des mesures qui bénéficieront, au bout du compte, aussi au problème de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que j'ai mis, c'est des espaces de décision et de réflexion sociale. Alors, on a consacré énormément de temps à essayer d'aller dans ces territoires. Alors moi-même, je suis plutôt basé à Paris, donc c'est plutôt les collègues qui ont fait cela, mais moi, je suis allé dans un certain nombre de villes aussi. Et l'idée, ça a été, au travers de ces tournées, de prendre conscience de ce qu'étaient les enjeux locaux et de développer une certaine forme d'adhésion aux objectifs qui sont ceux de la défense du climat, qui sont ceux de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aussi bien que des intérêts locaux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes pour voir ce que le grand public comprend des enjeux climatiques, les chiffres sont très mauvais. En fait, on est aujourd'hui, il y a cet effet par Daniel Bois de Sciences Po et du CEVIPOF, 85% à peu près des gens ne sont pas capables de dire vraiment ce qu'est l'effet de serre. Donc, quand on essaie ensuite de bâtir des logiques d'action qui sont aussi contraignantes que celles qu'on a vues tout à l'heure, qui sont des véritables révolutions, en fait, imaginez qu'on a laissé une situation où les émissions de gaz à effet de serre ont toujours été croissantes. C'est ce que j'ai montré au début. C'est que le mix énergétique n'a pratiquement pas changé dans sa composition. On doit transformer ça en 10 ans, 20 ans. C'est des choses qui demandent une adhésion sociale extraordinaire. Et donc, on a essayé donc d'aller dans des villes, parler de tout cela, et
je crois que ce qui a fait aujourd'hui le succès d'Aclimatera, qui est cité très souvent, qui est cité aussi, qui est sollicité autant que cité, c'est cette capacité, elle est dans les différentes régions. Alors vous avez ici une première tournée de villes qui avait été faite avec le train du climat. Il y a des gens du train du climat qui sont ici dans la salle. Ça a été continué par une deuxième tournée. Alors c'était 20 villes, 20 autres territoires, et puis une sollicitation constante pour que les scientifiques viennent s'occuper des plans climat régionaux et pour donner des conseils. Donc il y a un appel très fort à la science, au rôle de la science, qu'on a pu mesurer au fil de ces actions. Alors ça se poursuit aussi avec des choses qui sont partagées un peu plus largement ailleurs. C'est comment sensibiliser un public, climat campus, comment diffuser l'information, etc. Et je pense que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Je crois vraiment pas qu'on arrivera à faire avancer le problème si on n'a pas une manière d'impliquer la société d'une manière ou d'une autre, de manière très concrète. Alors, voilà, je vais finir par quelques mots-clés, qui sont ceux que j'ai retenus, moi, de ces quelques années. Et on est dans un contexte complexe. Quand on fait des discours sur les problèmes de changement climatique, fréquemment, on est confronté à des gens qui sont dans le déni, dans le découragement, de manière extrêmement fréquente. Alors, il y a des mots-clés que je dis, médiation, éducation, écoute, je pense que ça, je l'ai déjà dit. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est le suivi actif de l'environnement régional. On a fait 2 rapports, qu'est-ce qu'on fera après ces 2 rapports? Je pense qu'on est obligé de faire une science qui est une science du suivi. Cette science du suivi régional n'existe pas aujourd'hui. Et c'est celle seule qui permet d'être anticipatif. Et puis ensuite, j'ai parlé de solidarité, et je n'y reviendrai pas, je vais m'arrêter ici. Juste un mot, mais ça n'a rien à voir, mais on est dans l'Académie des sciences, enfin ça n'a rien à voir, c'est un petit peu différent en tonalité. Il y a un des chapitres de ce rapport qui a été coordonné par Michel Combarnous, qui était un membre de notre compagnie, et ça a été son dernier travail. Voilà. Bon.